Senyora presidenta del Tribunal Constitucional, senyor president del Consell Superior de la Justícia, distingides autoritats, senyores i senyors, bon dia a tothom. Agraeixo en primer lloc al Tribunal Constitucional l'organització d'aquest col·loqui internacional sobre l'obertura dels ordenaments jurídics a fonts externes a aquests mateixos ordenaments. Em sembla una qüestió d'actualitat jurídica, especialment amb el creixent procés de globalització de les nostres societats i, per tant, també dels nostres sistemes jurídics. I em sembla també una qüestió especialment suggestiva des del punt de vista intel·lectual. L'obertura dels sistemes jurídics nacionals a fonts externes, i sovint no expressament contemplades en el propi sistema de fonts, és un dels fenòmens més representatius de l'evolució del dret durant les últimes dècades. I m'atreviria a dir que és un fenomen que qüestiona alguns dels fonaments del paradigma jurídic que ha regit els països com el nostre que veuen del dret romà al llarg dels darrers 200 anys i que no és altre que el paradigma de la codificació i del positivisme jurídic. De fet, la mera existència de tribunals constitucionals que poden invalidar lleis per considerar-les no adequades a l'ordre constitucional ja va representar en el seu dia una primera evidència de les limitacions del paradigma de la codificació i el positivisme jurídic als països del dret romà. El 1919, la Constitució de la República d'Àustria va ser la primera a preveure un tribunal constitucional a l'Europa continental. Més de 100 anys després, que l'any 1803, el Tribunal Suprem dels Estats Units assumís funcions de revisió constitucional per primera vegada a la història en el cas Marbury contra Madison. Deia que l'existència dels tribunals constitucionals ja va representar una primera dosi de realisme per a l'ideal codificador, perquè significa assumir que els parlaments democràticament escollits i legalment constituïts no són omnipotents, que la llei no ho pot tot. D'aleshores ençà, i molt especialment durant la segona meitat del segle XX, s'han anat relaxant altres supòsits del paradigma positivista i s'ha anat reconeixent de manera expressa o per la via dels fets el rol dels òrgans jurisdiccionals en la interpretació i, per tant, en certa mesura, en la creació de l'ordenament jurídic. No és casual que aquest procés s'hagi viscut durant la segona meitat del segle XX, perquè és en aquest període quan proliferen, més que mai abans, les convencions internacionals en matèria de drets de les persones, així com les organitzacions i els tribunals encarregats de protegir-los. Tots els aquí presents convindrem que la llei positiva no té avui el caràcter gairebé taumatúrgic que se li pressuposava fa 200 anys. Cap de nosaltres no s'atrevirà a afirmar, amb aquell punt inevitable de candidesa que va caracteritzar el segle de les llums, que el jutge ha de ser simplement la boca de la llei. I tots sabem que els ordenaments jurídics, lluny de ser sistemes estàtics i tancats, són realitats dinàmiques i obertes, i que és bo que sigui així, perquè la vida corre tan de pressa que la llei no sempre pot atrapar-la. Per això em sembla interessant que en aquest col·loqui s'analitzin les dues vies d'obertura dels ordenaments jurídics nacionals. D'una banda, l'obertura més expressa, manifesta i planificada, la prevista a les Constitucions i les convencions internacionals, però també la segona via, més subtil, menys evident, però potser també més efectiva i inevitable, l'obra pretoriana dels jutges, tant nacionals com convencionals, i avui tenim aquí representats dels uns i dels altres. El procés d'obertura dels ordenaments jurídics nacionals no és res de nou, és quelcom que sota d'altres formes ja ha succeït en el passat, cada cop que les realitats locals han tendit a globalitzar-se. Quan durant la baixa edat mitjana els diversos regnes europeus van redescobrir i rebre el dret romà justinianeu, també el dret canònic va exercir un procés de modulació del dret romà per matisar el seu individualisme radical i adaptar-lo a l'humanisme cristià. I també va ser un procés de sedimentació, similar a la tasca pretoriana dels jutges que comentàvem fa uns instants. Però és que la mateixa expressió de tasca pretoriana ens remet inevitablement a la figura del pretor, l'operador jurídic romà per excel·lència encarregat de l'adaptació de l'ordenament jurídic per la via de la concessió d'accions. Una pràctica que en època contemporània ha estat molt més present en els sistemes jurídics del common law que no pas en els del dret romà.
El procés de globalització que hem estat vivint i que seguirem vivint, sens dubte, segurament tingui certs punts en comú amb altres globalitzacions, com la viscuda durant els anys de l'Imperi Romà o durant l'Edat Mitjana i el Renaixement. En les últimes dècades han proliferat les organitzacions supranacionals de tota mena, no només les dedicades a la protecció dels drets humans, i en paral·lel a l'eclosió d'aquestes organitzacions s'ha desplegat una ingent tasca normativa, perquè una societat global precisa cada cop més de normes globals. S'està construint, doncs, un nou dret comú, un nou ius comune que ja ha començat a superar els límits dels ordenaments jurídics nacionals. I és aquí on la celebració d'aquest col·loqui al Principat d'Andorra té una especial significació simbòlica, perquè l'ordenament jurídic andorrà, que també es veu afectat per aquest fenomen d'obertura a fonts del dret externes, fa relativament poc temps que ha agafat la via de la positivació, del constitucionalisme i de la codificació. En certa mesura, podem dir que l'ordenament jurídic andorrà està començant a obrir-se quan encara no s'ha tancat del tot. Codificació i tancament d'una banda i dret comú i obertura de l'altra són dues fases d'un mateix cicle, i una és impossible sense l'altra. El dret comú medieval i modern hagués estat impossible sense la codificació justinianea, i el dret comú que està naixent no hagués estat possible sense la codificació dels últims 2 segles. La grandesa d'Andorra és que ens permet estudiar aquestes dues fases gairebé al mateix temps. Andorra codifica i tanca el seu ordenament jurídic nacional al mateix temps que l'obre a fonts externes. Els andorrans ens sentim còmodes amb aquest procés, perquè sabem, perquè hi estem acostumats, que no totes les fonts del dret poden quedar sota el control nacional, que la llei positiva no ho pot tot i que el paper dels operadors jurídics en la innovació de l'ordenament és fonamental. Per acabar, dono la benvinguda a tots els participants. Estic segur que aquests dies al Principat d'Andorra serviran per abordar qüestions d'interès i per avançar en la reflexió jurídica. Moltes gràcies. Senyora presidenta del Tribunal Constitucional, molt il·lustre ministre de Justícia i Interior, senyores i senyors, bon dia a tots. Una salutació especial als participants que venen de l'estranger. Benvinguts a Andorra. La Constitució és, per descomptat, la base de totes les altres lleis, la fundació de l'estructura de l'Estat. Alhora, per a la interpretació de la Constitució, els estats han hagut de crear un òrgan jurídic suprem. Les Constitucions determinen l'estructura política i administrativa d'un estat i, entre altres, estableixen els drets del ciutadà. Aquests drets s'exerceixen i poden ser vulnerats en una ubicació geogràfica concreta. Tot això succeeix en l'àmbit de la jurisdicció nacional. Són els tribunals nacionals que resolen els contenciosos, prenen decisions i atribueixen, si s'escau, una compensació. El dret internacional té primacia sobre les lleis nacionals, ja que la internacionalització del món té múltiples transferències de sobirania organitzades pels tractats i convenis signats entre estats sobirans, és a dir, entre subjectes de dret internacional. Els estats han creat i acceptat el funcionament dels òrgans de control, els tribunals, comissions i comitès, que dicten decisions o opinions consultives, les quals han de ser respectades per aquests estats sobirans. Com es veurà, el tema d'aquest col·loqui, els reptes de la interpretació i de l'aplicació dels drets de l'obertura al diàleg, és un tema clàssic, però alhora és modern, perquè en el dret constitucional el concepte de sobirania, de l'estat de dret i de la democràcia estan evolucionant a passos de gegant. Són els mateixos estats que han volgut i acceptat la internacionalització dels drets humans, que en primer resultat ha estat una pèrdua de sobirania. De fet, les constitucions dels estats coneixen no només els drets nacionals o regionals, sinó també s'han d'adaptar a les normes internacionals,
que els estats han ratificat, així com s'han d'adaptar a l'evolució de les normes i a la creació de noves normes dictades en conferències internacionals i per òrgans dels tractats. Ens trobem amb que l'ordre internacional modern requereix que els estats sobirans compleixin les resolucions internacionals. Tots som conscients de la nova dimensió del dret internacional en la vida nacional dels estats. Observem una presa de consciència cada vegada més activa en tots els aspectes dels drets humans, els drets de seguretat convencionals, civils i polítics, però d'una manera molt evident els drets econòmics, socials i culturals i els drets de l'anomenada tercera generació, com ara l'entorn adequat i el dret al desenvolupament. Ells també tenen un impacte en el dret constitucional dels estats. La prohibició de totes les formes de discriminació en la garantia dels drets humans s'ha generalitzat en moltes constitucions. De manera més general, el tema d'aquest col·loqui versa sobre la relació entre el dret internacional i les constitucions nacionals, la relació entre el dret internacional i el dret intern, i el caràcter d'aplicabilitat immediata de les normes internacionals en el dret intern, especialment la protecció de les normes dels drets humans. Finalment, és evident per tots els presents que els drets humans són un referent per a la convivència pacífica, tot i que no sempre són respectats i de vegades són flagrantment vulnerats. Segueixen fent de brúixola i orienten tant els ciutadans com els països més conscienciats de la necessitat de viure de manera més civilitzada i, en definitiva, més humana. Els drets humans ens ajuden a humanitzar la humanitat. Només per aquest fet val la pena acceptar perdre una part de sobirania per permetre al dret internacional envair part del dret dels interns. Moltes gràcies. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur le Président du Conseil supérieur de la magistrature, je vous remercie infiniment d'avoir ouvert officiellement ce colloque. C'est un honneur pour le tribunal constitutionnel, pour moi-même et pour mes collègues. Et nous sommes vraiment heureux d'avoir pu vous écouter et de belles interventions, notamment sur la culture juridique andorrane. Alors, ce colloque, en fait, a pour objet de parler de ce que je pense être l'ère du décloisonnement. Nous savons que le droit a longtemps été un système clos, un système délimité par des règles autosuffisantes, empreintes tout à la fois de verticalité et de hiérarchie. Mais ce temps-là, les quelques réflexions qui nous ont été livrées le démontrent, ce temps-là n'est plus. Le droit est ouvert au monde, à ses métamorphoses. Ces métamorphoses tantôt déstabilisantes, tantôt rassurantes. Qu'il s'agisse du droit international ou du droit national, il est traversé à égalité par une lame de fond qui le rend de plus en plus complexe. Ce droit est attentif au bouleversement du monde. Ceux qui l'élaborent et ceux qui l'appliquent ne peuvent plus, sous peine de passer à côté du réel globalisé, ne peuvent plus ignorer ce qui se passe ailleurs. On pourrait intituler ce colloque « L'ère du décloisonnement, mais l'ère aussi des ailleurs ». Alors, quelques mots sur le cadre juridique de ce décloisonnement. À l'échelle internationale, il est frappant de constater que les 3 textes régionaux de protection des droits de l'homme qui ont créé des cours régionales de protection des droits en Europe, en Afrique, en Amérique latine, eh bien, disposent de clauses qui, directement ou indirectement, permettent aux organes de protection d'utiliser des sources extérieures, des sources exogènes dans le cadre du processus interprétatif de leur texte de référence. Le texte africain, américain et européen, autrement dit la Charte africaine, la Convention américaine et la Convention européenne, prévoient tous, bien que de façon très différente, une clause qui permet, qui induit ou carrément qui impose, selon les systèmes, l'utilisation de sources extérieures à des fins d'interprétation des droits garantis. L'article 53, à sa manière, de la Convention européenne des droits de l'homme, le fameux article 29 de la Convention américaine, s'inscrivent en ce sens dans un certain classicisme international.
conformément à d'autres instruments internationaux, notamment le Pacte international sur les droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, et j'en passe. Donc ces textes, conformément donc à d'autres instruments internationaux, établissent un principe de non-régression en matière de protection qui débouche, en réalité, sur la valorisation du traitement le plus favorable en faveur de la personne humaine. Et bien que le libellé des articles 53 de la Convention et 53 de la Convention européenne et 29 de la Convention américaine ne soient pas du tout identiques, le second est bien plus étoffé que le premier, il n'en reste pas moins que leur socle commun opère un double renvoi aux normes les plus favorables existant soit à l'échelle des lois internes des États, soit à l'échelle des conventions internationales existantes. Ces clauses 53 de la Convention européenne, 29 de la Convention américaine, ont donc une même particularité. Et elles incitent à une valorisation de ce que la doctrine latino-américaine a appelé le principe pro homine ou encore le principe pro persona. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples consacre, pour sa part, carrément un chapitre, le chapitre 4, consacré aux principes dits applicables. Ce qui est en soi une très grande originalité par rapport aux autres instruments de protection des droits de l'homme, soit d'ailleurs de caractère universel ou de caractère régional. Alors bien que l'on pourrait imaginer que ce libellé est assez ambigu, principe applicable, qui effacerait en fait la frontière entre interprétation et application, les deux premières dispositions de ce chapitre, les très importants et fameux articles 60 et 61 de la Charte africaine, en réalité, font référence plutôt à la technique d'interprétation et font référence à des sources qui doivent inspirer, article 60, ou être prises en considération, article 61, par la Commission africaine dans sa tâche d'interprétation des droits consacrés par la Charte de Banjul, comme on l'appelle. Et cette tâche, cette incitation à utiliser des sources extérieures, c'est logiquement étendue à la Cour africaine suite à l'adoption du protocole de Ouagadougou qui l'a créé. Alors, deux types de différences existent entre les clauses américaines et européennes par rapport à ces articles très originaux 60 et 61 de la Charte africaine. La première différence, c'est que dans la Charte africaine, on a l'absence d'un renvoi à des normes plus favorables en faveur de l'individu, qu'elles existent à l'échelle interne ou à l'échelle internationale. Mais la seconde, c'est la présence, et ça c'est assez fascinant, d'une liste très très large de sources d'inspiration. Là où les textes américains et européens laissent aux juges la liberté d'identifier les textes extérieurs de référence, eh bien, la Charte de Banjul, à l'inverse, montre la voie à la Commission africaine et à la Cour africaine en égrenant un chapelet d'instruments internationaux extrêmement ambitieux, extrêmement importants. Alors, à l'échelle des États, maintenant, à l'échelle des États, l'ouverture des ordres constitutionnels au droit international, parfois explicitement au droit international des droits de l'homme, démontre également que l'ère du décloisonnement des systèmes juridiques est une réelle tendance de fond. Il est toutefois très symptomatique de constater que les constitutionnalismes ont des visages très divers, marqués par l'histoire, bien évidemment, de chaque continent et en leur sein de chaque culture juridique nationale. Les constitutionnalismes européens, latino-américains et africains, bien que disposant de référents identiques, n'en ont pas moins certaines spécificités qui s'expliquent bien sûr par la différence des temps historiques qui ont permis leur éclosion. Les néoconstitutionnalismes latino-américains et africains recèlent beaucoup plus d'originalité au regard du constitutionnalisme européen, et je rajoute tout de suite, si on a en tête la question de l'utilisation de sources exogènes pour interpréter les droits fondamentaux. On sait bien que le constitutionnalisme européen est historiquement le premier à avoir vu le jour, et cette différence temporelle d'implantation a logiquement eu des conséquences sur le degré et sur la nature de l'internationalisation des constitutions sur les trois continents. Le constitutionnalisme d'après-guerre en Europe, il est très classique.
dans la mesure où il s'agit de la première vague du constitutionnalisme moderne. Il représente en quelque sorte le temps 1 de celui-ci. Alors, il a pris très au sérieux, évidemment, la protection des droits fondamentaux, qui s'est matérialisée par la proclamation de protection des droits et par la création de cours constitutionnelles. Mais ce constitutionnalisme d'après-guerre n'a pas débouché sur une appréhension spécifique du droit international des droits de l'homme. Ce dernier, d'ailleurs, dans la plupart des constitutions européennes, j'ai bien dit dans la plupart, il y a toujours des exceptions, n'a jamais vraiment dissocié le droit international général du droit international des droits de l'homme. Alors, est-ce à dire qu'aucune constitution européenne ne mentionnerait dans ses textes de référence le droit international des droits de l'homme? Est-ce à dire que le constitutionnalisme européen d'après-guerre serait totalement hermétique au versant international de la protection des droits? Bien évidemment non. En réalité, l'histoire propre à chaque pays, les moments de rupture avec des passés autoritaires ou des phases de reconstruction sous supervision internationale suite à des guerres fratricides comme en Bosnie-Herzégovine ou au Kosovo, expliquent qu'il n'existe en fait que quelques rares constitutions qui intègrent le droit international des droits de l'homme comme référent interprétatif des droits fondamentaux. Les continents latino-américains et africains, eux, ont connu d'importantes vagues de démocratisation ayant, grosso modo, comme tempo névralgique le même, la fin des années 80 et le début des années 90. Pour les deux continents, il y a là une démarche commune, un processus commun entre l'Afrique et l'Amérique latine. Et d'ailleurs, ce processus commun se poursuit. Il y a eu, dans certains pays, des soubresauts politiques, le mot est faible, le génocide des Tutsis au Rwanda, les conflits armés internes au Burundi ou en Angola, les révolutions du printemps arabe au Maroc, en Tunisie, en Égypte, mais aussi, il y a eu, si on passe dans le continent latino-américain, l'appropriation de la chose politique par les représentants des communautés autochtones en Bolivie ou en Équateur. Et ces soubresauts expliquent qu'il y a eu un deuxième mouvement de constitutionnalisation au début des années 2000. De nouvelles constitutions sur les continents africains et latino-américains ont également vu le jour. Mais quel que soit le temps, en fait, politique de leur adoption, ces constitutions sont la marque de l'implantation d'un constitutionnalisme triomphant en rupture radicale avec les régimes autoritaires. Et ce que l'on constate, c'est que les soubassements africains et latino-américains de ce nouveau constitutionnalisme sont les mêmes qu'en Europe, bien sûr. Limitation du pouvoir d'un côté, protection des droits fondamentaux de l'autre, mais avec une variante importante au regard du sujet qui nous occupe, l'existence d'un rapport très singulier au droit international des droits de l'homme. Alors cela s'explique aussi par l'histoire. En Amérique latine, la prégnance de l'histoire politique explique ce tournant ontologique du constitutionnalisme latino-américain. Une fois la démocratie retrouvée, au début des années 80, il était, somme toute, pour le faire court et aller vite, car c'est plus subtil que ça, bien sûr, il était impératif de tourner la page des régimes autoritaires des années 60 et 70. Et dans un tel contexte, le droit international des droits de l'homme est apparu absolument fondamental comme représentant l'incarnation juridique des valeurs démocratiques et du respect inestimable de la dignité humaine. Et le panorama constitutionnel africain s'inscrit dans ce mouvement ontologique où les valeurs inhérentes au respect des droits de la personne humaine sont formellement valorisées. Autant d'éléments qui démontrent ici l'équivalence afro-américaine, je dirais, des approches. Les Amériques et les Afriques se rejoignent en effet, car la constitutionnalisation du droit international des droits de l'homme qui s'y manifeste, tant par le rang qui lui est octroyé au sein des constitutions que par la fonction qui lui est donnée, est évidente. Alors, nos travaux, évidemment, et ça sera tout l'intérêt de rentrer dans le détail de chaque pays et de chaque système, nos travaux vont démontrer que ces tendances de fond n'en connaissent pas moins, bien évidemment, de très notables exceptions. Mais il est somme toute frappant de voir cette convergence des droits internationaux et constitutionnels vers le décloisonnement de leur ordre juridique respectif. Cette ouverture facilite le dialogue.
tout à la fois, on le sait, entre les juridictions régionales, entre cours africaines, cours européennes, cours interaméricaines, qui connaissent les jurisprudences des unes et des autres, qui s'en inspirent, parfois pour y adhérer, parfois pour s'en dissocier. Et puis, cette ouverture facilite aussi à ce dialogue horizontal entre cours internationales, un dialogue que l'on a imagé comme étant le dialogue vertical entre les juges nationaux et ces fameuses juridictions internationales. Alors, de cette ouverture, de cette ère du décloisonnement, déboucherait l'ère du dialogue. Sans s'appesantir sur la notion de dialogue, qui mériterait évidemment beaucoup d'analyse. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un dialogue? Est-ce qu'il s'agit de fertilisation croisée? Est-ce qu'il s'agit somme toute d'une utilisation banale du droit comparé? Il va sans dire qu'aujourd'hui, le paysage est marqué par une tendance de fond générale, où l'utilisation des sources extérieures peut être vue, en fonction des acteurs en présence, comme un canal pour communiquer, comme un canal pour échanger, comme un canal pour dialoguer, je le répète, soit pour être d'accord, soit pour être en désaccord, car c'est le propre du dialogue. C'est à la fois la concorde et la discorde. Alors, au-delà de la cohérence que ce phénomène dialogique est susceptible d'engendrer à l'échelle internationale, quand les cours africaines, américaines, européennes utilisent des sources extérieures, une des importantes questions qui va animer nos débats concerne l'adhésion des juges nationaux, suprêmes ou constitutionnels, à la jurisprudence des cours régionales internationales et des cours de protection. L'adhésion à un standard posé à l'échelle européenne, africaine et américaine. Quels sont les facteurs qui expliquent que les juges nationaux vont non seulement tirer les conséquences d'une décision de condamnation à l'encontre d'un État, c'est-à-dire exécuter l'arrêt, le fameux effet inter partes d'un arrêt de condamnation, et qu'est-ce qui explique aussi qu'il pourra ou pas adhérer aux standards conventionnels posés en général par la Cour, sans avoir été automatiquement condamné. C'est l'effet erga omnes des arrêts. Et là, en réalité, si l'ouverture des ordres juridiques est un élément élémentaire pour analyser l'adhésion, il n'est pas suffisant. Les facteurs de l'implantation d'une culture d'adhésion aux décisions des cours régionales sont multiples et sont très souvent interdépendants. Alors, le facteur d'ordre juridique, évidemment, l'ouverture des ordres constitutionnels au droit international et tout type de droit international, notamment des droits de l'homme, est un élément. Mais il n'est pas suffisant. Il n'est guère suffisant. L'analyse comparée, et c'est assez fascinant, démontre qu'il existe des États où, en dépit de l'ouverture du système constitutionnel à des sources venues de l'étranger, de l'extérieur, eh bien, l'attitude du juge interne ne sera pas du tout ouverte, ne sera pas du tout une ouverture empathique à l'égard du droit international. À l'inverse, au sein d'autres États où le système d'intégration des normes internationales n'est pas favorable, prima facie, à une prise en compte et donc à une acceptation du standard international, eh bien voilà que le juge ordinaire ou constitutionnel pourra in fine y être favorable. On voit ici très clairement que le facteur juridique n'est pas tout. Il faut alors prendre au sérieux, il faut vraiment prendre au sérieux des facteurs d'ordre sociologique, comme l'existence d'éventuels gouvernements hostiles, ou tout simplement indifférents à la chose internationale, la formation des juges, leur mode de nomination, ou encore des réactions épidermiques et une condamnation ad hoc, très mal perçue à un moment donné par un État. Bref, le standard et l'adhésion des juridictions et des juges au standard international dépend en réalité d'une multiplicité de facteurs et la donne et la chose juridique n'est pas tout. Voilà autant de questions multiples et je pense, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, passionnantes, que nous analyserons aujourd'hui et demain grâce à vous tous, à votre expertise multiple. Vous êtes à la fois des juges, vous êtes à la fois des professeurs, parfois vous êtes des juges et des professeurs, chacun dans vos pays. Je réitère mes remerciements d'hier soir. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu présent à cette invitation. Je pense que nos débats seront passionnants, car s'il y a une tendance de fond que j'ai essayé de dévoiler un instant, il y a aussi de notables exceptions. Et il sera fascinant d'analyser les notables exceptions dans ce mouvement de fond qui est l'ère du décloisonnement. Je vous remercie pour votre attention.